Sur la suite de la présidence, oui, la présidence française s'achève le 31 décembre. On peut contester le bilan, mais je crois quand même que quand on écoute les Européens en parler, tout le monde fait le constat d'une présidence française qui a été volontaire et active. Et je reviendrai sur certains sujets qui sont moins connus que la crise géorgienne, la crise financière, etc. Voilà, la prochaine présidence est tchèque. Il y a des gens qui estiment que ça sera plus difficile. Nous, pour le moment, on fait notre travail, c'est-à-dire qu'on finalise tous les dossiers pour permettre de transférer à la présidence tchèque les dossiers le moins mal avancés possible. Et puis, on a le sentiment quand même que si, dès que les autorités tchèques seront effectivement en présidence, je pense qu'ils prendront conscience de ce que ça représente en termes de responsabilité. Et voilà, il n'y a pas de raison de croire que ça se passera mal. En tout cas, nous, on a tout intérêt et tout souhait que ça se passe bien, et donc on fera tout pour que ça se passe bien. Vous savez qu'on a beaucoup de réunions déjà qui sont en trio ou en troïka, c'est-à-dire qui préparent la suite. Sur le Kosovo, où j'ai passé, comme vous d'ailleurs, un certain temps, moi j'y ai passé 18 mois, puisqu'on a été ensemble avec Bernard Kouchner, même avion d'arrivée, même avion de retour. Qu'est-ce qu'on a dit sur le Kosovo? Une chose très simple, et ça me permet de rappeler quelque chose sur d'ailleurs le dialogue transatlantique. Contre l'avis des Américains, on a encore dit il y a quelques mois, contre l'avis des Américains, qu'il fallait une dernière négociation entre Belgrade et Pristina. C'est à notre initiative, contre l'avis américain, qu'il y a eu une nouvelle négociation avec une troïka composée d'un Russe, d'un Américain et d'un représentant européen, en l'occurrence allemand, pour essayer de trouver encore une fois, alors que déjà avait eu lieu le rapport Ahtisaari au nom des Nations Unies, pour continuer à avoir une médiation et pour voir si on peut trouver une solution qui était acceptable par Belgrade et par Pristina. Cette négociation a eu lieu pendant 4 mois additionnels, elle n'a pas permis d'aboutir, et donc effectivement, il y a un moment où on a pris nos responsabilités, je dis bien on a pris nos responsabilités, et on a décidé de soutenir la déclaration d'indépendance du Kosovo. Pourquoi? Parce que le Kosovo est le produit d'une histoire, le produit de l'histoire milosevienne, et qu'il est très clair que le produit de cette histoire, c'est l'impossibilité pour la quasi-totalité de la population du Kosovo d'accepter l'idée de revenir sous la tutelle de Belgrade. C'est un fait, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, et c'est un fait politique. Donc voilà. Alors, il y avait deux options. Soit on continuait à être dans le entre-deux, qui était une façon de ne pas assumer nos responsabilités. Y compris parce que si vous êtes une famille serbe vivant dans une enclave serbe à Gračanica ou je ne sais où, et que vous ne savez pas quel est votre avenir, votre futur, vous ne pouvez pas imaginer ce que sera la suite. Et Arnaud d'Enfant connaît ça très bien, d'ailleurs. Donc, voilà, on a assumé nos responsabilités. On n'a jamais dit que c'était la meilleure solution idéale. On a dit dans le contexte politique, dans la production de l'histoire qui a représenté ce qui s'est passé au Kosovo du fait de Milosevic, effectivement, après un nouveau tour de négociation à notre demande, il n'y avait pas d'autre option de notre point de vue que de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Par ailleurs, on a continué à travailler fortement, et je vous signale, j'y reviendrai 2 secondes tout à l'heure, mais après un autre tour de questions, qu'a démarré hier le lancement de la plus grande opération civile de l'Union européenne, l'Europe pour de vrai, l'Europe impliquée sur le terrain, la plus grande mission civile européenne, qui a été déclarée opérationnelle hier, qui s'est déployée sur l'ensemble du Kosovo, et qui, on l'espère, accompagnera le Kosovo dans son indépendance. Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Je ne sais pas, mais je vais vous raconter quand même quelque chose, parce qu'après tout, il faut aussi parler de la vie vraie. Quand j'étais au Kosovo avec Bernard Kouchner, un jour on est allé visiter une famille qui avait été largement décimée dans la vallée d'Adrenica, la vallée historique de la création du mouvement de libération du Kosovo, le Cheka. Et puis on est rentré dans une maison, et je me suis attardé dans un coin de cette maison. Il y avait un petit tas par terre. Ce petit tas, il y avait un petit amas par terre. C'était des billes fondues, agglomérées. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette maison? Quelques mois avant, des enfants avaient été mis dedans, les portes avaient été fermées, on avait fait flamber la maison. Le résultat, c'était ce qui restait, c'était les petites billes. D'accord? Voilà. Donc, quand il s'est passé ça dans l'histoire, comment est-ce que vous pouvez demander aux gens qui ont vécu ça? Et une nouvelle fois, évidemment, les Serbes qui sont au pouvoir aujourd'hui à Belgrade ne sont pas ceux-là, bien sûr. Mais comment vous pouvez demander à ces gens-là
d'accepter de revenir sous le contrôle de ceux qui continuent à penser comme étant en partie ceux qui sont responsables de ce qui se passe. Je ne dis pas forcément d'ailleurs que c'est bien ou pas. Je dis que c'est un fait politique et historique. Voilà. Donc il faut en tenir compte. Et plutôt que de laisser l'ensemble des pays de la région dans l'incertitude de savoir si le Kosovo sera indépendant ou pas, à un moment donné, on a pris nos responsabilités. C'est pas facile, mais il fallait le faire. Voilà. Y a-t-il des réactions publiques? Tout simplement, j'ai constaté que les populations pour lesquelles nous apportons de l'aide ne sont pas au courant de nos actions. Et donc, j'ai pensé à un moment donné, quand j'étais au Niger, j'ai vu que l'AFD avait fait construire 166 classes. En passant, j'ai demandé qu'est-ce qui a réalisé ces actions. Les populations m'ont répondu, ben, c'est les Canadiens et les Belges étaient là hier. Et pourtant, c'est bien collé sur leur pick-up AFD. Donc, je ne sais pas quel rôle, au jour d'aujourd'hui, que nos ambassades, avec les orientations peut-être que vous allez prévoir, auront pour mieux être auprès des populations et ne pas être justement enfermés pour les visas, que les gens viennent s'agrouper là, faire des journées portes ouvertes, par exemple, sensibiliser sur l'action française auprès de ces populations-là. Donc ma question est de savoir, est-ce qu'on va continuer comme en 2002, quand M. de Villepin était obligé de se déplacer pendant la guerre en Irak pour aller convaincre nos anciens partenaires à Madagascar, par exemple, en Guinée et au Cameroun, pour leur dire non, il faut voter avec nous contre la guerre en Irak. Quelles solutions, quelles sont nos perspectives pour que notre voix soit plus soutenue au concert des nations? Je vous remercie. D'autres questions? Oui, les relations franco-allemandes sont un des piliers de l'avenir de l'Europe. À quoi tiennent véritablement les difficultés depuis un certain temps? Je ne voudrais pas qu'on les ramène à des questions de caractère de Mme Merkel ou de M. Sarkozy. D'autre part, alors, question de caractère aussi, peut-être pas de caractère, non, les relations avec la Pologne. La Pologne est un des pays les plus importants de l'Europe de l'Est par sa population. Et bon, on peut ne pas être d'accord avec l'équipe actuelle au pouvoir, mais c'est un fait. Et là aussi, on est un petit peu inquiet pour l'avenir de blocages qui se sont déjà passés et qui risquent de se produire. D'abord, si je peux me permettre, quand on dit 8 fois « faut savoir » sur un sujet, il faut être sûr de savoir. Pardonne-moi de te le dire, mais une partie des choses que tu as dites sont inexactes. Non, parce que... Mais il peut me tutoyer aussi.